D'abord, il faut savoir qu'une enquête peut être initiée à la suite d'un signalement, d'une vérification ou même initiée par le commissaire au lobbyisme. Selon la loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, le commissaire peut autoriser deux types d'enquêtes. Il y a l'enquête en matière disciplinaire ou l'enquête pénale. Dans les deux cas, l'enquête permet de reconstituer les faits et déterminer s'il y a eu un manquement à la loi ou au code de déontologie des lobbyistes. L'article 25 de la loi est l'un des manquements les plus souvent rencontrés. Ne pas respecter l'article 25, c'est faire des activités de lobbyisme ou des représentations d'intérêt sans le déclarer au registre des lobbyistes, qui s'appelle Carrefour Lobby Québec. C'est une infraction particulièrement grave parce qu'elle contrevient directement au principe de transparence, c'est-à-dire au droit à l'information pour les citoyens, ce qui est au cœur de notre loi. Pour qu'un manquement soit qualifié comme une infraction, il faut une preuve à l'appui, bien sûr. On doit d'abord déterminer trois éléments. S'il y a eu une activité de lobbyisme, s'il y a un lobbyiste et titulaire de charges publiques associées. On commence toujours l'enquête en recherchant les informations et les témoignages auprès des personnes impliquées. On cherche aussi les preuves documentaires. Les enquêteurs peuvent communiquer avec des témoins par téléphone ou en personne. La personne visée par l'enquête sera également appelée à donner sa version des faits. Les enquêteurs cherchent aussi à répondre à plusieurs questions, entre autres le qui, quoi, quand ou comment. On cherche donc à savoir et à corroborer si le signalement est fondé, selon le cas, s'il y a réellement eu des communications entre la personne visée et le titulaire de charge publique, quel était l'objet de ces communications, à quel moment ont-elles eu lieu. Concernant la stratégie d'intervention, elle peut être variable d'un dossier à l'autre. En fonction du dossier et du manquement potentiellement commis, on se concentre sur différentes informations. Par exemple, pour un dossier lié aux règles après-mandat, ce qui nous occupe surtout, c'est la date d'embauche de la personne et la date de fin de son mandat public. Oui, on peut parler d'un interrogatoire lorsqu'il s'agit d'une rencontre avec la personne visée par l'enquête. On parle plutôt d'entrevue dans le cas des rencontres avec des témoins, par exemple les titulaires de charges publiques. Les personnes interrogées peuvent être accompagnées d'un avocat s'ils le souhaitent. L'avocat peut assister son client, mais ne peut pas répondre à sa place ou nuire au déroulement de l'enquête. Aussi, l'interrogatoire peut être enregistré. Non, les signalements peuvent être faits de façon confidentielle et la personne qui effectue le signalement n'est pas tenue de témoigner. Oui, tout à fait. La confidentialité est une priorité tout au long du processus d'enquête. Nous mettons tout en œuvre pour limiter la diffusion d'informations en lien avec l'enquête. Seuls les membres de l'équipe d'enquête ont accès au dossier. Aussi, l'existence d'une enquête n'est généralement pas divulguée à l'employeur ni aux collègues de la personne visée. Les rencontres peuvent d'ailleurs avoir lieu à l'extérieur du lieu de travail pour préserver la discrétion. Quand certaines vérifications auprès d'un employeur sont nécessaires, seuls les renseignements essentiels lui sont communiqués. La collaboration est bien sûr attendue des personnes impliquées dans l'enquête, mais la loi prévoit que le fait d'entraver le travail d'un enquêteur constitue une infraction. Par exemple, cacher volontairement des renseignements ou refuser de fournir une information exigée peut être considéré comme une entrave et donc une infraction potentielle pourrait être envisagée. Dans certains cas, on peut également obtenir une ordonnance judiciaire pour contraindre quelqu'un à nous transmettre des documents pertinents à l'enquête. En matière pénale, le processus d'enquête est similaire, mais les enquêtes de Lobbyisme Québec ne portent pas sur des infractions de nature criminelle. Comme je vous ai dit tantôt, dans le cadre d'une enquête disciplinaire, les enquêteurs disposent de certains pouvoirs qui leur permettent d'obtenir des informations ou des témoignages qui diffèrent de ceux exercés dans un contexte policier, comme le pouvoir de contraindre une personne à témoigner et fournir des informations. En matière pénale, si des infractions sont constatées, le rapport d'enquête et les rapports d'infraction sont transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, qui, lui, décidera de la suite à donner au dossier, souvent par l'émission d'un ou des constats d'infraction au défendeur. Le fardeau de preuve des enquêtes pénales relève du poursuivant et doit être hors de tout doute raisonnable, ce qui rend parfois les enquêtes plus complexes. En matière disciplinaire, le rapport d'enquête est transmis au commissaire au lobbyisme, qui détermine si une sanction doit être imposée. Non, les enquêteurs peuvent compter sur les juristes de notre secrétariat aux affaires juridiques qui jouent un rôle conseil important dans le processus d'enquête. Ils peuvent aussi accompagner les enquêteurs lors des interrogatoires et participent à la révision des rapports d'enquête. Il n'existe pas de durée fixe. La complexité du dossier, le nombre de témoins rencontrés et la quantité d'informations analysées peuvent faire varier considérablement la durée d'une enquête. Il faut aussi tenir compte du délai de prescription, selon le type d'enquête, soit le délai maximum pour sanctionner un manquement. Au pénal, par exemple, on a 7 ans à partir de la date d'infraction pour émettre une poursuite. Au disciplinaire, on a 3 ans à partir de la date de l'événement. Les situations qui donnent parfois lieu à des manquements commis sans mauvaise intention de contrevenir à la loi sont généralement des dossiers liés aux règles d'après-mandat.
Ces manquements sont souvent commis par méconnaissance des obligations et non parce que la personne désire réellement contrevenir à la loi. À cet effet, des informations et un outil de calcul des délais sont disponibles sur le site Web de Lobbyisme Québec.